D'une grand-mère terrifiante en passant par l'affaire du meurtre Hello Kitty, accrochez-vous bien car les histoires du jour sont complètement cruelles et sont équivalentes ou même pires que l'histoire du tristement célèbre Jeffrey Dahmer. On commence avec une histoire troublante qui a eu lieu à Hong Kong. Chan Man Lok, Leung Shin Cho et Leung Wai Lun sont les protagonistes d'une affaire qui a choqué le monde entier, connue sous le nom de l'affaire du meurtre Hello Kitty. Chan Man Lok, membre d'une triade et client régulier de la victime dans un bordel, est à l'origine de cette affaire terrifiante. En 1999, après le vol de son portefeuille par la victime nommée Fan Man Yi, il exigea non seulement le remboursement du montant volé, mais aussi une somme complémentaire. Mais la jeune fille ne pouvait pas rembourser cette somme et le 17 mars 1999, elle est enlevée par Chan Man Lok et 2 de ses collègues. Ils la retiennent captive dans un appartement où elle subit des tortures indescriptibles pendant 1 mois. De base, le plan des 3 criminels était de faire prostituer la fille pour récupérer l'argent, mais les tortures infligées durant sa captivité sont d'une cruauté sans nom. Elle est battue avec des barres métalliques, contrainte de consommer des excréments humains et soumise à d'autres sévices horribles qui finissent par la tuer en avril 1999. Et pourquoi l'affaire a été appelée l'affaire du meurtre Hello Kitty? Car le corps de la pauvre fille a été démembré et son crâne cousu à l'intérieur d'une peluche Hello Kitty, d'où le nom de cette affaire. Chan Man Lok et ses 2 complices sont finalement arrêtés et jugés le 7 décembre 2000 où ils sont reconnus coupables d'homicide involontaire. Chan Man Lok et un des 2 collègues sont condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 20 ans. Et concernant le 3e, qui était la personne la moins impliquée dans l'affaire, il a été condamné à 18 ans de prison. Numéro 2, la grand-mère tueuse Tamara Samsonova. Tamara Samsonova, une femme d'origine russe, a réussi à dissimuler ses crimes pendant une longue période grâce à son apparence de grand-mère inoffensive. Elle est tristement célèbre sous le nom de The Granny Reaper, ce qui signifie la grand-mère éventreuse. Et en environ 10 ans, accrochez-vous bien, elle a mis fin à plus d'une douzaine de vies. Aujourd'hui âgée de plus de 75 ans, son parcours criminel a commencé de manière très troublante. Elle était mariée pendant de nombreuses années, mais en 2000, son mari a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et évidemment, aujourd'hui, avec toutes les preuves que je vais vous citer, on soupçonne qu'elle a été responsable de sa disparition. Suite à la disparition de son mari, Tamara a commencé à louer une chambre dans son appartement et beaucoup de locataires qui s'installaient dans son appartement finissaient par disparaître. Et petit à petit, on s'est finalement rendu compte qu'elle empoisonnait systématiquement ses hommes. Les locataires sans méfiance, qui voyaient selon eux une grand-mère généreuse, louaient la chambre pour finalement être empoisonnés par Tamara. Un jour, une partie du corps d'une de ses victimes a été découverte près de son appartement et suite à cette découverte macabre, la police a fouillé chaque appartement de son immeuble. Et évidemment, en entrant dans la salle de bain de Tamara, ils ont découvert des traces de sang, ce qui a directement conduit à son arrestation. Par la suite, une analyse médico-légale a révélé des liens entre Tamara et plus de 13 meurtres et d'ailleurs, dans son appartement, la police a également trouvé son journal intime dans lequel elle avait écrit « J'ai tué mon locataire, je l'ai découpé en morceaux dans la salle de bain avec un couteau, puis j'ai mis les morceaux de son corps dans ces sacs en plastique et je les ai jetés. » Et c'est vraiment dégoûtant, mais elle a également avoué avoir décapité l'une de ses victimes et avoir fait bouillir la tête dans une casserole. Des images de vidéosurveillance l'ont même montré en possession de la casserole qu'elle a utilisée pour cet acte horrible. Tout logiquement, Tamara a finalement été condamnée à la réclusion à perpétuité dans un hôpital psychiatrique. Et selon le verdict du juge, elle passera le reste de sa vie dans une institution mentale après avoir été diagnostiquée comme souffrant de schizophrénie. Elle a donc été envoyée dans un hôpital-prison psychiatrique de haute sécurité à Kazan, connu pour son régime sévère. Numéro 3, Richard Huckel. On continue avec l'infâme Richard Huckel, un nom qui est souvent associé aux horreurs du dark web. C'est sur cette plateforme que Huckel a construit une audience en partageant des images et des vidéos choquantes de ses agressions sexuelles sur des enfants en Malaisie. Sur un site pédophile, il exposait l'abus de bébés et de jeunes enfants attirant des dizaines de milliers de visiteurs. Mais comme vous vous en doutez, heureusement, il n'était pas aussi invisible qu'il le pensait. Les forces de l'ordre en Europe et en Australie étaient au courant de leurs activités et ont commencé à le traquer ainsi que tous les membres du site. Ils ont d'abord neutralisé le créateur du site puis ont usurpé son identité. Ça a directement conduit à l'arrestation de Richard Huckel qui se distinguait par son accès à un grand nombre d'enfants et par la publication constante de contenus violents. Les autorités britanniques ont été informées de son arrivée au Royaume-Uni pour rendre visite à sa famille lors des vacances de fin d'année. Et évidemment, les officiers de l'Agence nationale des crimes contre les enfants et la police l'ont arrêté à l'aéroport de Gatwick.
Son ordinateur et ses disques durs contenaient plus que suffisamment de preuves de ses actes maléfiques et en 2006, Huckel a été reconnu coupable de 71 infractions contre 22 enfants. Les victimes étaient âgées de 6 mois à 12 ans et de nombreux délits ont été commis en Malaisie. Richard Huckel vivait dans ce pays depuis plusieurs années où il s'était fait passer pour un enseignant et un photographe chrétien pour avoir accès à des enfants vulnérables. Il partageait ensuite les images et les vidéos de ses abus sur le dark web. Les crimes de Richard Huckel étaient si horribles qu'il a été condamné à 22 peines de prison à perpétuité. Et en octobre 2019, à l'âge de 33 ans, il a été retrouvé mort dans sa cellule de prison. Comme il l'avait lui-même fait sur des dizaines d'enfants, il avait été soumis à plusieurs heures de torture et d'abus par un autre détenu. L'autre détenu, qui s'appelait Paul Fitzgerald, l'a attaché, l'a violé, l'a agressé avec diverses armes et l'a finalement étranglé avec un cordon électrique. Il avait d'ailleurs lui-même été condamné pour des infractions sexuelles. Numéro 4, Richard Kuklinski. Richard Kuklinski, plus connu sous le nom de Iceman, a acquis sa sinistre réputation de manière terrifiante. Il est devenu l'un des tueurs les plus actifs des États-Unis après avoir été recruté par les fameuses 5 familles de la mafia de New York. Sa carrière de tueur à gages s'était étalée sur près de 30 ans et même s'il a été officiellement accusé et condamné pour 4 meurtres, il prétendait que le véritable chiffre s'élevait à environ 250. Et bon, quand on pense à un assassin, Kuklinski n'est peut-être pas le premier visage qui nous vient à l'esprit, il a plutôt l'air d'être un père de famille, chef d'entreprise et ça a peut-être joué sur sa capacité à commettre de tels crimes en toute impunité. Il a tué ses victimes de diverses manières mais il a été surnommé Iceman parce qu'il avait l'habitude de congeler tous les corps. Il faisait ça pour tromper les médecins légistes et rendre impossible la détermination de l'heure exacte de la mort. Richard Kuklinski est finalement décédé en prison en 2006 et pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur cette figure sombre de l'histoire criminelle ayant tué selon lui plus de 250 personnes, je vous recommande de regarder Iceman sur Netflix. Numéro 5. On continue avec un homme monstrueux dont l'acte et la réaction face au tribunal ont choqué le monde entier. Kate Ferguson, un habitant du Michigan, a été accusé de 12 chefs d'accusation dont l'enlèvement et le meurtre. Kate Ferguson, âgée de 40 ans à ce moment-là, s'était disputée violemment avec sa femme à cause d'un divorce qu'elle avait demandé. Mais pris dans une rage incroyable, il commence à la battre avant de la tuer par balle devant leurs 4 enfants. Il a ensuite emmené les enfants chez les parents de Tiffany où il a tué par balle son beau-père et après avoir fui la scène, Ferguson a pris d'assaut une maison voisine. Il a pris le propriétaire en otage en se barricadant à l'intérieur de la maison. Et finalement et heureusement sans aucune autre victime, après un siège de 7 heures, Ferguson a été arrêté. Et ce qui est incroyable, c'est que lors de son procès, la cruauté, l'attitude et le manque de remords de Ferguson a choqué toute la salle. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait de ses enfants, Ferguson a déclaré qu'il ne désirait jamais les revoir ou leur parler à nouveau. Okay, all right. Put me back in my cell. Okay, stop. Right? Sex me, kill me, whatever. You know, and about the children. You know, they've been through enough. You know, and it would be good for me to, you know, I don't want them to see me. Le juge a répondu en disant « Vous ne répondez peut-être pas à la définition clinique de la folie, mais il y a clairement quelque chose de fondamentalement mauvais en vous. » Ferguson a finalement été condamné à une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Et une grosse pensée aux enfants qui ont malheureusement perdu leur mère, leur grand-père, mais aussi leur père. Numéro 6. On continue la vidéo avec une petite exception, on va parler d'un cartel extrêmement brutal et dont chaque membre est tristement célèbre pour sa brutalité, le cartel de Sinaloa. Et pour illustrer l'extrême violence de ce cartel, on va parler d'un cas en particulier, les cas de Félix Gámez Garcia et de son oncle Bernabás Gámez Castro. Ces 2 hommes faisaient partie du cartel et ont payé le prix ultime pour avoir trahi leurs employeurs en 2011. Les 2 hommes ont été exécutés d'une manière complètement folle et brutale et leurs meurtres ayant été filmés et diffusés sur internet ont été le premier cas de vidéo d'exécution de cartel rendu public. Et leur mort a plus ou moins servi de message d'avertissement pour quiconque oserait trahir le cartel. Alors accrochez-vous bien à la manière dont ils ont été torturés et tués d'une brutalité inimaginable. Dans le cas de Félix et Barnabas, l'un a été décapité à l'aide d'une tronçonneuse tandis que l'autre a subi le même sort avec un couteau de chasse. Ces actes horribles ont été commis avec une froideur par les tueurs, mais également une indifférence choquante par les victimes car elles semblaient résignées à leur sort.
Bon, vous l'avez compris, hein, la vidéo est très choquante et évidemment je ne pourrais pas la mettre à l'écran, mais on trouve encore des images de cette vidéo un petit peu partout sur internet. Le cartel de Sinaloa, fondé en 1989, est connu pour son extrême brutalité, sa violence, et il a été formé suite à l'exécution d'Enrique Kiki Camarena, un agent de la DEA. Et ça vous dit peut-être quelque chose car ce crime a été représenté dans la série Narcos. Ces exécutions brutales qui ont lieu très souvent servent non seulement de punition pour ceux qui ont trahi le cartel, mais aussi de moyen de dissuasion pour quiconque envisagerait de faire de même. Et le message est clair, la trahison envers le cartel entraîne des conséquences mortelles. Numéro 7, El Chino Anthrax. On vient de parler du cartel de Sinaloa, penchons-nous maintenant sur un individu en particulier de ce cartel nommé José Rodrigo Gamboa, plus connu sous le nom d'El Chino Anthrax. C'était un tueur à gages de haut rang pour le cartel de Sinaloa. Issu d'une famille respectée, il a gravi les échelons du cartel grâce à son ingéniosité pour faire passer des cargaisons de drogue à travers la frontière sans se faire prendre. Il avait créé un réseau d'entreprises en apparence légitime pour faciliter ses expéditions tout en s'engageant dans les aspects les plus macabres du commerce du cartel. José Rodrigo était connu pour sa brutalité, mutilant les corps de ses victimes et les suspendant sur les ponts publics à l'intérieur du territoire de Sinaloa. Et évidemment, ces actes ont contribué à sa réputation redoutée et ont renforcé la peur du cartel parmi la population. Il est finalement arrêté aux Pays-Bas et extradé vers les États-Unis en 2013 où il a plaidé coupable d'avoir participé à l'expédition de cocaïne et de marijuana aux États-Unis. Et plusieurs charges sont retenues contre lui, dont ses activités violentes pour le cartel de Sinaloa. Bon, vu que les États-Unis n'avaient pas vraiment de preuves concernant les meurtres, il a été condamné à seulement 6 ans de prison aux États-Unis et 5 ans de probation supplémentaire. Mais pendant son séjour en prison, il collabore avec le bureau du procureur des États-Unis, fournissant des informations précieuses sur les opérations du cartel de Sinaloa. Et évidemment, vous vous en doutez, ça n'a pas du tout plu au chef du cartel. En 2020, il a enfreint sa libération conditionnelle et son interdiction d'aller au Mexique et est retourné à Sinaloa. Malheureusement pour lui, il n'a pas été accueilli comme il le souhaitait et peu de temps après son retour, il a été retrouvé mort, torturé et tué par balle aux côtés de sa sœur et de son beau-frère. Et bien évidemment, le cartel est largement soupçonné d'être derrière son meurtre, considérant Rodrigo comme un traître qui avait vendu le cartel. Numéro 8. On termine la vidéo avec Danta Wright, un jeune qui a plaidé coupable du meurtre de Jordan Kelly, un autre jeune de 18 ans. L'incident s'est produit lors d'une tentative de racket qui a mal tourné et après avoir essayé de braquer le jeune Jordan avec 2 complices, Danta Wright a appuyé sur la détente et l'a abattu. Et ce qui est encore plus choquant, c'est son comportement lors du procès. Les spectateurs de son procès ont été stupéfiés par l'état d'esprit insouciant de l'adolescent. Pendant une de ses déclarations, il s'est adressé au tribunal en disant qu'il voulait juste leur dire qu'il serait bientôt de retour à la maison, qu'il aimait sa famille tout en souriant et en ignorant totalement les sentiments de la famille de la victime. Et malgré cette attitude arrogante et les pleurs de la famille de la victime voulait quand même lui pardonner. Évidemment, l'attitude de l'adolescent a mis le juge très en colère et il a déclaré qu'il était presque tenté de le jeter en prison sans aucune possibilité de libération pour le reste de sa vie car Danta riait et souriait comme s'il n'avait rien fait du tout. L'avocat de Danta Wright s'est finalement excusé en son nom expliquant qu'il souffrait de problèmes émotionnels et que son sourire pourrait être une manière d'exprimer la peur. Il a finalement été condamné à une peine de prison de 23 à 50 ans pour le meurtre de Kelly, tandis que les 2 complices avec lui ont chacun été condamnés à des peines de 15 à 40 ans. C'est déjà la fin de la vidéo du jour, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. D'ailleurs, si c'est le cas et que vous avez aimé ce thème, je suis sûr que ma dernière vidéo qui s'affiche à l'écran et qui est sur un thème similaire vous plaira.